Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On continue notre série de post-mortem. Donc les post-mortem, comme vous le savez maintenant, ça va être tous les épisodes qu'on réalise sur les équipes qui ont été éliminées des playoffs. Et cette fois-ci, on s'attaque à une équipe qui a vraiment été une équipe vraiment pivot de cette fin de saison. Et on attaque les Philadelphia 76ers. C'est une équipe dont on parle souvent entre nous et c'est une équipe qui fait aussi beaucoup parler, notamment par rapport aux joueurs qui font partie de cet effectif-là. Et pour ce post-mortem, j'ai avec moi deux personnes. J'ai Constant, notre ami Constant, le marathonien. Ah voilà, marathonien, là on arrive en fin de course là, mais c'est les derniers hectomètres, c'est toujours les distances les plus difficiles à parcourir. Mais là on arrive sur, enfin on a déjà fait du très lourd, on a fait Milwaukee, les Clippers. Il y a bientôt une équipe du côté de la Californie qui va être visée. Donc voilà, mais là on est sur le dossier Sixers. Là pour le coup, on est sur une équipe qui a bien rythmé cette post-season et qui a continué à alimenter les débats après son élimination. Donc beaucoup de choses à dire du côté de Philadelphie. Ça, comme tu l'as bien dit, Constant, hein, les Sixers qui sont voilà un prétendant, voire même vraiment un contender, hein, qui était cette saison, plus ou moins. Et du coup, on pouvait pas parler des Sixers sans avoir notre fan des Sixers maison. Amine, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Entre-temps, j'ai fait une thérapie depuis l'élimination, donc ça devrait aller. Heureusement qu'on l'a pas fait tout de suite après l'élimination, parce que j'aurais été trop dur. Même si je vais être dur quand même aujourd'hui, il y aura pas de problème. Et c'est vrai que si on l'avait fait tout de suite après, on aurait quand même raté des choses, hein, puisqu'il y a Ouais. quand même quelque choses qui se sont passées du côté Sixers après cette élimination. Sans plus tarder, on peut rentrer directement dans ce post-mortem avec notre question habituelle. Hein, est-ce que du coup la saison de ces Sixers, est-ce que l'objectif a été atteint? Constant, je te laisse commencer. Est-ce que l'objectif a été atteint? Bon non. Hormis si l'objectif était de donner un MVP de saison régulière à Joel Embiid, là effectivement l'objectif de la saison est atteint. Sinon l'objectif était quand même de remporter le titre. Donc non, l'objectif n'est pas atteint. Avec une note quand même particulièrement négative sur la fin. C'est-à-dire que l'objectif de la saison n'a pas été atteint, mais en plus la saison se termine vraiment de manière affreuse avec ce Game 7, cette deuxième mi-temps du Game 7 complètement foiré du côté de Boston. On peut même ajouter, sans trop entrer dans le détail, que le Game 6 contre ces Celtics est une énorme occasion manquée. Ouais. Donc voilà, c'est l'objectif de la saison est manqué, d'autant plus que quand on avait évoqué ces Celtics, ces Sixers au fur et à mesure de la saison, moi j'étais plutôt confiant où je disais que j'avais envie de croire que c'était leur année parce qu'ils avaient, selon moi, le groupe le plus complet depuis plusieurs années, avec l'ajout d'un joueur comme Melton, avec des petits ajouts par-ci par-là en sortie de banc, Jalen McDaniel, etc., etc. Et finalement, tu te retrouves dans la même situation que les précédentes années, à savoir demi-finale de conf. Donc voilà, les mêmes échecs, les mêmes erreurs année après année. Donc non, la saison n'est toujours pas une réussite et l'objectif n'a toujours pas été rempli. Amine, je te laisse rebondir. Bah, que dire de plus? Constant a bien raison, la saison est encore ratée. Faire les demi-finales de conf, j'ai l'impression que c'est donc un peu un jour sans fin avec Bill Murray, puisque chaque année c'est la même chose, on y retourne à chaque fois. Bon, la saison régulière était plutôt bonne, comme l'a dit Constant, couronnée par le titre d'MVP d'Embiid, mais est-ce que justement c'était pas une victoire à la Pyrrhus pour la suite des événements? On a remarqué aussi pendant la saison régulière que cette saison il y avait, en termes de chiffres, en tout cas, une attaque élite, grâce notamment au duo Harden-Embiid, que ce soit sur pick and roll ou isolation, avec le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue aussi autour d'eux, même si c'était avec le 16e volume, donc c'est quand même à relativiser. Au final, les playoffs, le truc qu'on s'attendait tous à dire, c'est que c'est de la faute de Rivers, mais c'est pas vrai. Les playoffs de Rivers sont corrects. Je dis pas qu'ils sont exceptionnels. En tout cas, c'est loin d'être ses pires playoffs. C'est plutôt sa construction justement en saison régulière qui a montré ses limites. Parce que quand tu joues en saison régulière avec 37% d'usage pour Joel Embiid et aucun plan B, ça te sert beaucoup moins en playoff. Et surtout que clairement, Embiid est passé à côté encore une fois de ses playoffs. On peut pas dire le contraire.
comment dire, il a été encore blessé une partie de ses playoffs. Il est beaucoup moins impactant offensivement quand il est revenu. Harden, lui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment les matchs qu'on a perdus où il est vraiment pas bon. Mais à côté de ça, il gagne 2 matchs quasiment à lui tout seul sur la série contre Boston. Et c'est aussi le meilleur joueur contre les Nets. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses positives à retenir. Le seul point positif pendant ces playoffs, c'est qu'on a vu un Embiid très bon en défense, contrairement à ce qu'on a vu en saison régulière, ce qui confirme donc que c'est plutôt dû au manque d'implication en saison régulière et justement à son usage délirant en attaque. Donc voilà, pas grand-chose de positif à retenir de cette saison. La saison est encore une fois ratée. Personnellement, je vous trouve un peu dur. Après, bon, je suis à la présentation, donc je ne vais pas non plus rentrer dans une grande tirade, dans un grand tunnel. Je vous trouve un peu dur dans le sens où c'est vrai que je pense que ce qui fait le plus mal, c'est la notion d'espoir. C'est-à-dire que quand tu es à 3-2, tu mènes, enfin, puisque ils arrivent à prendre l'avantage dans la série avec justement la première grosse performance du coup d'Embiid sur la série face à Boston. Tu dis, ils ont le momentum. Ils vont plier ça gentiment à la maison. Et il y a 2 no-shows du coup qui viennent ternir en fait la prestation de ces Sixers, parce qu'au final, si on te dit, je pense, avant le début de la saison que tu vas perdre 4-3 contre les Celtics qui sont le grandissime favori, tu te dis c'est pas si mal, mais c'est vrai que la notion d'espoir et le fait d'avoir été si près au final, je pense que ça fait mal à ces Sixers. Et même quand on reprend la façon dont l'effectif a été construit, je trouve que ok, ils ont été éliminés, mais pour moi, hein, c'est la première fois qu'ils sont aussi près depuis le départ de Jimmy Butler. Donc du coup, il y a quand même une progression. Ils se sont pas fait totalement surclasser. Il y a quand même une certaine progression. Et par rapport aux faiblesses qu'on avait pu identifier, notamment par rapport au manque de two-way player et au fait que la notion de... T'as parlé du 3 points tout à l'heure, que le 3 points était essentiellement dû à la réussite des role players en saison régulière et qu'il y a pas mal de variables d'ajustement là-dessus. Vu que aussi à la trade deadline, ils ont rajouté 2 autres players, mais plutôt axés défense, ben c'est vrai que fallait s'y attendre pour moi à ce shift et à ce manque de two-way player. Donc, ok, je suis d'accord avec vous par rapport à la notion de déception si on prend l'objectif et le fait d'avoir Joel Embiid, mais pour le coup, je vous trouve un peu dur comme totalement raté quoi. Je trouve qu'il y a quand même eu du positif avec Maxey. C'est une saison régulière qui a été compliquée, hein. Et puis par rapport à Doc Rivers, c'est vrai que on lui reproche beaucoup ses performances en playoff, mais on lui donne peu de crédit sur ses performances en saison régulière, et peut-être que c'est juste un coach qui surperforme en saison régulière et qui est juste moyen en playoff en fait. Mais bon, il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc du coup, on va continuer là-dessus. Doc Rivers du coup qui a été démis de ses fonctions après une élimination. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa campagne de playoff et qu'est-ce qu'on peut attendre avec le nouveau coach qui est arrivé? Vaste question. Hein. Qu'est-ce qu'on a pensé de la campagne de playoff de Doc Rivers? Bah, pas grand-chose, hein, franchement. C'était pas fou. C'était moins pire que les autres années, mais c'était pas fou, quoi. C'est pas sa pire série. Probablement sa pire série en étant coach de Sixers, c'est celle contre Atlanta, parce que c'est vraiment que ce soit durant la série ou après la série avec ses déclarations en conférence de presse, c'est incroyable qu'il soit resté coach après ça. Même la série contre Miami l'an dernier, il fait ce qu'il peut parce qu'il y a les limitations au niveau d'Embiid, mais voilà. Là, la série contre les Celtics, il y a que le game 5 qui est satisfaisant finalement, parce que le game 1 et le game 4, Boston, Philly fait un bon match, hein, mais Boston, disons qu'ils aident un petit peu les Sixers à remporter ce match. Voilà, comme t'as dit, game 5, ils font une grosse performance, tu dis bon, ça y est, c'est leur match référence, en tout cas avec la fin de match du game 4 et le tir d'Harden, c'est ce qu'il fallait à ces Sixers pour qu'il y ait le déclic et pour qu'ils réussissent à terminer le match. En fait, sur le game 6, c'est pas un no-show, c'est les 5 dernières minutes du 4e quart du game 6 qui sont un no-show complet avec, là, pour le coup, tu vois les limitations d'une part de Joel Embiid et d'autre part de Doc Rivers, parce que c'était Tyrese Maxey l'initiateur avec du pick and roll pour Joel Embiid. Et sur le game 7, du côté de Philly,
c'est difficile d'évaluer parce que concrètement tu peux pas l'évaluer, mais quand tu vois comment se sont ramenés les joueurs des Sixers, avec quelle mentalité, quand tu vois que Joel Embiid, on a l'impression que il considérait ça dans son body language comme si c'était un match de saison régulière banal alors que c'était un Game 7. À quel point tu peux imputer ça à un coach pour ne pas avoir su instaurer la bonne mentalité ou le bon état d'esprit à tes joueurs sur un Game 7. Je suis partagé entre l'idée de me dire, les gars, c'est un Game 7 de demi-finale de conf. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'arrivez pas à vous motiver tout seul par l'événement, le coach peut rien faire. Et de l'autre côté, c'est quand même le rôle d'un coach d'essayer d'instaurer la bonne mentalité pour ces gars, surtout que Doc Rivers a toujours été réputé pour emmener ses hommes à la guerre dès qu'il avait un groupe d'underdog. Donc je suis mitigé sur la série de playoffs de Doc Rivers. Après l'arrivée de Nick Nurse, moi je trouve que c'est positif dans le sens où c'était peut-être l'un des meilleurs coachs disponibles sur le papier, en tout cas, que les Sixers pouvaient recruter. C'est un coach qui va être complètement différent de ce qu'a pu proposer Doc Rivers du côté de Philadelphie. Il va amener autre chose avec d'autres problématiques. Mais sur le papier, je trouve que c'est plutôt une bonne réussite et que les Sixers, en passant de Doc Rivers à Nick Nurse, font quand même un bel échange au cours de l'intersaison et ça amène des dynamiques ou en tout cas des perspectives plus positives, j'ai envie de dire, que si Doc Rivers était resté coach. Ouais, du coup, Constant a dit beaucoup de choses effectivement sur la gestion des playoffs par Rivers. Moi, je trouve que je te dis, en fait, le fait, t'as parlé d'une chose, c'est que c'est un bon coach de régulière. Ça, en fait, il y a aucun doute là-dessus. Mais en fait, c'est en régulière que tu construis tes playoffs. Et Doc Rivers, il ne construit pas ses playoffs en régulière. Tu sais que Embiid va être doublé, triplé en playoffs. Tu sais aussi qu'Embiid n'a pas l'habitude de d'élever son plafond en playoff. C'est un fait. Donc, si tu mises un peu trop sur lui en saison régulière, tu ne prépares pas de plan B, pas de plan C. Si Embiid est trop bien pris, ton plan B, en fait, c'est de l'isolation Harden. Donc, ça marche sur 2 matchs. Mais on connaît aussi Harden playoff et on sait que ça marche pas à tous les matchs. Et quand ça marche pas vraiment, vraiment très fort. Donc, pour moi, tout ça, c'est si nous on le sait, lui aussi le sait. Je trouve que l'équipe n'a pas été bien préparée pour ces playoffs. Après, tout n'est pas de sa faute, effectivement. À un moment donné, il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités. Et ce n'a clairement pas été le cas sur ces playoffs, et notamment Joel Embiid. Donc, je suis content personnellement que Doc Rivers s'en aille dans un sens, parce que je ne vois pas comment on pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'il en a fait avec lui jusqu'à maintenant. Et je suis content aussi de l'arrivée de Nick Nurse, personnellement. C'est un coach qu'on juge un peu durement sur moi-même pour avoir regardé quelques matchs de Toronto la saison dernière. C'est vrai que c'était pas le jeu le plus agréable à regarder. Maintenant, il faut mettre ça en relation aussi avec le roster qu'il avait, le manque d'initiateurs qu'il avait, et du coup revenir un petit peu en arrière pour aller regarder. Je vais saluer un peu le Discord Sixers France qui m'a aidé à regarder un petit peu justement des choses du playbook de Nick Nurse. Faut retourner un peu en arrière. Il a travaillé déjà avec Daryl Morey à Houston, oui, en tant que coach de G-League, des Vipers Rio Grande. Il était déjà novateur à l'époque, avec quasiment exclusivement des lay-ups et des 3 points sur la façon de jouer. Daryl Morey. Donc, ça en 2010 quand même, donc c'était bien novateur. À Toronto, donc il avait pas le personnel. Là, tout dépend de s'il a encore Harden ou pas, parce que sinon, si Harden ne reste pas, ça risque d'être à peu près la même problématique qu'à Toronto finalement. Pas avec les mêmes joueurs, mais le manque d'initiateurs avec Nick Nurse, c'est pas toujours beau à voir. Vous avez parlé, du coup, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez parlé un peu, Amine, t'as parlé du coup, t'as mentionné un peu Joel Embiid, t'as mentionné Harden et on a vraiment bien mentionné Sixers, Nick Nurse. Donc à ce moment, on est où du coup dans ce projet Sixers? Où est-ce qu'on se situe? Alors c'est vrai que c'est une équipe qui qui est un peu en concurrence avec Boston puisque les 2 équipes avaient commencé une reconstruction à peu près en même temps et il y a le passif Markelle Fultz, la notion de comparaison d'assets
à l'époque, puisque c'était les deux équipes qui étaient qui avaient le plus d'assets de très loin dans la ligue à un moment donné. Et on a cette équipe des Celtics qui enchaîne les finales de conférence et l'équipe des Sixers qui, elle, n'arrive pas à y accéder. Où on en est, du coup, dans ce processus, enfin, dans le projet, dans le projet Sixers. Et aussi, on va falloir aussi qu'on parle de Joel Embiid qui, malheureusement pour lui, n'a pas été à son avantage à la fin de ses playoffs et qui a encore envoyé ses coéquipiers sous le bus. Donc, la traduction littérale. Voilà, et c'est pas la première fois que ça arrive. On se souvient de ce qui s'était passé par rapport au départ de Jimmy Butler, ce qui s'était passé par rapport à Ben Simmons. Donc, où en sont ces Sixers et où en est Joel Embiid? Constant. Non, mais ce que je retiens, c'est que fin 2018, on nous vendait la rivalité Celtics-Sixers comme la rivalité du futur. 5 ans plus tard, il y a une finale NBA pour ces deux équipes. Comme quoi, hein, les rivalités annoncées ne sont peut-être pas, ne se traduisent peut-être pas des années plus tard. Où en est le projet des Sixers? Un carrefour, mais encore une fois, est-ce qu'on n'est pas dans la même situation que l'an dernier après l'élimination contre Miami? Est-ce qu'on se pose pas encore les mêmes questions qu'après l'élimination contre Miami, à savoir quid de James Harden, quid de Joel Embiid en première option, avec des degrés différents, hein, parce que Doc Rivers n'est plus là, mais et aussi je pense parce que la déception de l'élimination est encore plus forte cette année que l'an dernier contre Miami. Mais le no-show de James Harden lors des matchs en élimination en play-off, ça remonte pas qu'à Philadelphie, hein. On peut trouver ça du côté de Houston, même quand il était à OKC, ses finales sont pas terribles. Donc où en est les Sixers dans leur projet? Ils sont à un été, où ils sont pas à un carrefour, mais il va y avoir une décision à prendre sur James Harden, une décision qui ne leur relève peut-être pas, enfin qui ne dépend peut-être pas d'eux, qui va peut-être dépendre de ce que veut James Harden. Si James Harden reste ou si James Harden part, ça change quand même beaucoup de paramètres du côté de Philadelphie. Après, on va peut-être aborder le cas de James Harden plus en détail tout à l'heure, mais s'il reste, à quel prix? Et ensuite, du côté de Joel Embiid, c'est la problématique de ne pas être un initiateur, en fait, de ne pas pouvoir être ce joueur qui peut prendre ses responsabilités dans des moments importants. Après, il a sa kryptonite à chaque fois à Horford, donc c'est à Horford est le joueur qui défend le mieux Joel Embiid, donc c'est toujours difficile de juger, de critiquer Embiid, mais effectivement, quand t'as un joueur qui reste difficilement en santé lors de rounds de playoff et dans des matchs importants qui a rarement show up, enfin c'est rarement montré, j'ai pas souvenir d'un elimination game où j'ai trouvé Embiid qui était vraiment très bon. Après je peux me tromper, mais j'ai pas le souvenir. Donc voilà, c'est difficile, et encore une fois, je suis pas dans sa tête, mais de ce que je lis des déclarations, il me semblait quand même vraiment concerné par le MVP de saison régulière. Il a fait beaucoup de déclarations après ça, et la comparaison, elle est toute trouvée. On a un joueur comme Nikola Jokic qui, lui, il a dit dès le début, il s'en fiche du MVP de saison régulière. Ce qui compte, c'est les finales. Il est en finale NBA. Joel Embiid, il a pas su franchir ce step en playoff qu'a su franchir Nikola Jokic. Donc très grosse saison régulière, mais par contre en play-off, quand les défenses commencent à venir doubler ou tripler sur toi, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc je sais pas, Embiid, je suis toujours partagé. Je pense que ça reste pour moi une première option d'une équipe qui va au bout, mais il faut vraiment que à côté il y ait un initiateur élite, mais un initiateur élite qui ne disparaisse pas comme James Harden est capable de disparaître dans des matchs très importants. T'as parlé de Carrefour, Constant, dans ton intervention. Est-ce qu'on se dit pas que cet été, c'est soit du coup l'équipe fait all-in, soit l'équipe commence à réfléchir potentiellement où Joel Embiid va atterrir? Clairement, ça a été la première réflexion juste après l'élimination. C'est vraiment une vraie question de est-ce que c'est pas le moment de rebuild? Alors c'est un bien grand mot, mais je vais expliquer un peu pourquoi. Déjà, je vais revenir un petit peu sur le côté charnière. Constant dit que c'est un peu comme l'année dernière. Je trouve que c'est pire que l'année dernière. Même avec le départ de Rivers et l'arrivée de Nurse, t'es quand même dans une situation pire que l'année dernière. Tu es beaucoup plus inquiet cette saison de garder ou pas Harden. Et en fait, peu importe ses limitations au play-off et peu importe ce que t'apporte clairement James Harden, tu es obligé de le re-signer. En tout cas, si tu veux
Ouais. Si tu veux continuer, si tu veux continuer à être compétitif, coûte que coûte, tu n'as aucune marge autre que de re-signer James Harden pour continuer à être compétitif. C'est ton seul initiateur, c'est un initiateur élite, mais c'est ton seul initiateur véritable de l'équipe. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, ça implique aussi justement de devoir payer la taxe, ce que Josh Harris refuse de faire depuis des années, et en plus garder Harden probablement sur un contrat long, parce qu'étant donné que certaines équipes sont prêtes à lui donner, il ne signera pas pour autre chose qu'un contrat long, ce qui sera forcément, assurément un contrat toxique dans combien d'années, mais en tout cas, le contrat deviendra toxique, et donc le payer cher. T'es aussi dans l'année où t'es sur la dernière année de contrat de Tobias Harris. Donc c'est un élément charnière. Il y a eu la conférence de presse de Nick Nurse qui a parlé de beaucoup de joueurs récemment, et il n'a pas évoqué Tobias Harris dans sa conférence de presse, donc j'imagine que ça donne un bel indice sur ce qui va se passer. Maintenant, qu'est-ce que tu tires vraiment d'un contrat de Tobias Harris? On avait eu une discussion un petit peu en off. Tom, tu m'avais rassuré en expliquant que justement avec les nouvelles sanctions pour la taxe, peut-être que certaines équipes qui sont très au-dessus de la cape de la taxe pourraient récupérer son contrat expirant. Ça pourrait les arranger. Donc, éventuellement, je trouve que c'est la meilleure idée, donc, de splitter le contrat de Tobias Harris sur plusieurs joueurs pour garder la payroll surtout, parce que si tu veux être compétitif, il faut garder cette payroll. J'espère que on va pas dumper Tobias Harris pour payer Harden, mais rester en dessous de la taxe. J'espère que c'est pas le projet. Ah, c'est terrible. Surtout qu'il y a Tyrese Maxey ou avec des questions d'extension qui vont très vite arriver. Exactement. Il y a l'extension de Tyrese Maxey, l'extension d'Anthony Melton également, qui vont arriver très rapidement. Maxey, j'espère aussi, effectivement, qu'on va pas le payer le max, comme j'ai entendu un petit peu partout, qu'on sera plus sur un contrat, pas le max, mais pas loin, un contrat à la Jordan Poole, à la Tyler Hero, un peu dans cet esprit. Il nous reste il y a qu'un seul pick dispo pour éventuellement trader, c'est celui de 2029. Donc tout ça, ça te met en exergue une situation plus que compliquée. Et en plus de ça, tu es dans un constat sur Joel Embiid. Aujourd'hui, on peut se poser la question, justement, Embiid, aussi fort soit-il, est-ce qu'il est vraiment une option 1 pour aller au titre? Embiid, il a 29 ans, il est fragile, et il est fragile d'ailleurs physiquement, mais aussi psychologiquement, clairement. Donc tu peux te dire que tu n'iras peut-être probablement pas avec lui en option 1 au titre, surtout avec la théorie que Constant évoquait, donc du joueur non initiateur en option 1. C'est une rareté aujourd'hui et ça paraît très compliqué justement d'aller au bout avec ça. Donc est-ce que c'est pas le moment où tu en tireras le plus pour un trade à 29 ans, sorti d'une saison MVP, d'où la question du rebuild à ce moment-là. Bon, toute cette question maintenant, elle n'a plus lieu d'être, puisque si tu as pris Nick Nurse, c'est que tu vas pas rebuild. Ouais. Donc c'est une question qu'on s'est posée au début. Néanmoins, en tout cas, la question, je pense qu'elle restera en suspens jusqu'à la fin de cette saison, parce que ça ressemble quand même vachement à l'année de la dernière chance pour ce groupe. Effectivement, c'est vrai que la notion de reconstruction avec Nick Nurse, enfin je pense que si Nick Nurse il a choisi ce projet-là, c'est quelque chose que je pense qu'on peut définitivement écarter, en tout cas sur le court terme. Et le court terme des Sixers, ça va, je pense, être encore une fois à l'affût pour pouvoir viser le titre. L'an dernier, l'intersaison avait été quand même saluée, notamment avec les arrivées de Melton, de PJ Tucker, qui représentait plus un style playoff et des two-way players, avec aussi du coup le côté team friendly de James Harden, qui a décidé de sacrifier, entre gros guillemets, 15 millions pour permettre à l'équipe de pouvoir faire ses mouvements en restant sous la taxe. Là, c'est plus la même chose, c'est plus la même équation. On peut se dire que James Harden, il a accepté de faire ça, mais il y aura forcément un retour de bâton. C'est-à-dire que on n'est pas dupe. Il a pas juste fait ça pour les Sixers. Là, on va dire que lui demander de faire, entre guillemets, un sacrifice par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier, même s'il en fait un, je pense que ce sera pas la même chose que l'an dernier, et les 200 millions à peu près sur 4 ans, pour moi, c'est limite un acquis par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vois que Constant, tu t'es pas forcément d'accord avec ça. Non, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, mais
En fait, tout le problème, c'est le discount, la réduction de salaire qu'il a pris l'an dernier. Ça met le joueur dans une position de force. Mais après, la vraie interrogation que j'ai, c'est est-ce que James Harden a vraiment envie de rester à Philadelphie? Aussi. Est-ce qu'il a vraiment envie de rester à Philadelphie? Est-ce que les innombrables leaks qu'on a pu voir, qui quand même penchent tous vers la même destination, qui est un retour à Houston, généralement, quand on lit une rumeur sur James Harden, pour le coup, elle s'avère être plutôt confirmée. Donc, je sais pas. Quand je vois que Tillman Fertitta, alors lui, on pourrait ouvrir un dossier sur Tillman Fertitta. Ça fait que 5 ans qu'il est proprio, mais le dossier est bien épais. Qui pose des questions pour les prétendus head coach sur si jamais James Harden revient, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Bon, ça pose des questions déjà d'une part sur le tempering, qui est quand même. Je pensais qu'on n'avait pas le droit de discuter avec des free agents avant juillet, mais voilà. Mais après, oui, prolonger James Harden, mais à quel prix? À quel prix? Parce que quand on voit que c'est un joueur qui a shooté à 12 sur 56 dans les défaites de la série contre Boston, c'est un joueur qui a shooté à 7 sur 30 dans la peinture lors de la série contre les Nets. Personne n'avait fait pire depuis 25 ans en NBA sur une série de playoffs. Depuis 25 ans. Quand on connaît les limitations de James Harden en playoffs, à savoir, j'ai quand même une grosse tendance à m'évaporer dès que la pression commence à augmenter, dès que mon équipe se retrouve en difficulté. Ça fait beaucoup d'incertitudes avec le fait que le contrat va être épais en fait et que et long. Et déjà, tu ne peux lui proposer que 4 ans parce que tu serais t'as la règle des over 38 ans. Oui. Donc ça fait à peu près 210 millions sur 4 ans. Est-ce que tu as vraiment envie de donner 210 millions sur 4 ans à James Harden? Surtout que si tu as ces réflexions c'est peut-être notre dernière année, peut-être qu'on va essayer de capitaliser sur la valeur de Joel Embiid d'ici 1 an, bah, tu vas faire comment avec 3 années de James Harden au max pour ton cap? C'est impossible à refourguer à partir du moment où tu fais ça. Ou alors, faut vraiment trouver une équipe qui sera prête à faire ça avec le nouveau CBA. J'ai des doutes. Donc, il faut se poser la question de James Harden. Déjà, d'une part, est-ce que le joueur a envie de rester à Philly, ce qui est la première priorité? Et deuxièmement, si tu le prolonges, si tu le perds, ça va être un gros déficit pour ton effectif. Mais si tu le gardes, ça peut énormément peser dans tes finances aussi. Donc, il faut essayer de trouver une balance entre ces deux options. Amine, j'imagine que la fanbase des Sixers est un peu partagée sur le cas Harden. Toi, qu'en penses-tu? Effectivement, quand je vois un peu la fanbase des Sixers, mais après, bon, on peut pas leur reprocher de rêver parfois. Certains imaginent un 160 sur 4 avec une player option sur la dernière, ce genre de choses. Ça n'arrivera pas, je vous le dis. Donc, moi, en fait, je suis pas partagé. En fait, je suis d'accord avec Constant. Pour moi, tu dois pas re-signer James Harden. Mais, étant donné que tu veux, coûte que coûte, continuer à être compétitif, pour moi, tu n'as pas le choix. À partir du moment où tu veux continuer à être vraiment compétitif, tu n'as pas le choix. Imaginons, donc, James Harden décide de partir. Par qui tu le remplaces? Tu n'as pas de cap pour le remplacer. Tu récupères quoi? Une trade exception dans un sign and trade? On a entendu parler de ça. Tu en fais quoi de ta trade exception? On n'a pas de pic à envoyer. On n'a pas. Je vois pas en fait comment tu peux. C'est pas juste la situation de James Harden. C'est toute la situation des Sixers global qui fait que tu n'as pas vraiment le choix. Tu es obligé de le payer si tu veux être compétitif. Et comme on veut être compétitif, on n'a pas le choix. Moi, je veux bien même récupérer beaucoup moins fort que James Harden. Je veux bien récupérer un Tyus Jones chez toi, Tom, pour beaucoup moins cher et faire la saison avec lui, mais on n'a même pas les capacités de le faire, ça. Donc, je ne vois pas d'autre solution. En fait, le vrai problème, c'est l'absence de pic. Parce que les Sixers ont leur pic. Enfin, ils ont quasiment tout leur pic. Ouais. Il y a non, il y a pas 25 chez OKC. Ouais, il y a justement, c'était mon point, mais il y a le pic pour le trade de James Harden envoyé du côté de Brooklyn, mais c'est un pic qui est pas déterminé sur une année précise, c'est 2 années après le first envoyé au OKC. Le vrai problématique, c'est le pic qui a été envoyé au OKC dans le cadre du trade d'Al Horford en décembre 2020, puisque c'est un trade qui a des protections sur 2025, 2026, 2027. Et du coup, ça te bouche tes opportunités.
Limite, si les Sixers avaient envoyé un pick unprotected en 2025, ben ils auraient plus de flexibilité pour pouvoir échanger leur pick de draft. Là, tu te retrouves bloqué. Ça, c'est encore Sam Presti et ses coups de fourbe qui handicapent une bonne partie de la ligue. Mais si tu avais ces picks à disposition, tu pourrais te dire, ok, je laisse partir James Harden et j'essaye de trouver, avec ces picks, j'essaye de trouver, pas son remplaçant, mais en tout cas de renforcer l'effectif. Et là, effectivement, avec cette contrainte des picks, tu es obligé de prolonger James Harden, mais encore une fois, quid de Tyrese Maxey? Et même un joueur ça peut paraître bête dit comme ça, mais un joueur comme Paul Reed, il est restricted free agent cet été. On sait que Joel Embiid, c'est pas l'assurance tout risque. Paul Reed a quand même été plutôt bon sur les minutes où il a été utilisé. Même en playoff, je l'ai pas trouvé si ridicule que ça. Bah, ça va coûter un prix, une prolongation de Paul Reed. Donc ça, plus ça, si tu ajoutes le gros contrat de James Harden, bah, tu peux très vite te retrouver avec beaucoup de luxury tax. Et effectivement, Josh Harris et la luxury tax, ça fait 14. C'est ça que je rebondis juste, c'est ça justement qui est inquiétant, effectivement, c'est que quoi qu'il arrive, pour être compétitif, cette année, il n'y a pas de choix. Si tu veux être compétitif, il faut payer la taxe, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, et connaissant l'historique de Josh Harris, il y a une inquiétude. Maintenant, tu dis quid de... Je suis d'accord, hein, normalement, il faut prolonger Paul Reed. Il y a Jalen McDaniels aussi qu'on a récupéré d'un trade, il faut le prolonger, c'est pareil. Et en plus, c'est des profils qui vont très très bien avec Nick Nurse, tous les deux. Donc voilà, on est dans cette situation très compliquée. George Niang non, il est pas free agent, George Niang aussi. Je ne dis pas de bêtises. Si, l'info, mais je crois que George Shaq Milton aussi. Ou ça, Shaq Milton, c'est ça, mais même George Niang, ça me dérange pas qu'il s'en aille personnellement. Ah, mais même pour le spacing. Enfin, c'est un joueur important quand même sur le spacing. Tu vois, si t'as une décision à prendre entre qui tu il est pas jouable en playoff. Je sais pas. Je sais pas. Quand je vois Duncan Robinson, ce qui est capable de faire Duncan Robinson, je me dis qu'il existe peut-être finalement une alternative pour ces joueurs. Mais tu vois, si tu me laisses le choix entre Jalen McDaniels et George Niang, qui tu conserves, j'ai un vrai doute. Moi, je réfléchis parce que l'un n'apporte vraiment pas les qualités de l'autre. Bah, surtout que, par exemple, là, George Niang, je regarde les minutes, il a joué quand même plus que McDaniels, hein, puisque c'est encore une fois, c'est comme tu aimes bien le dire, Constant, les deux côtés d'une même pièce. Et au final, tu t'es obligé parfois de faire avec. Et tu vois, par rapport à Niang, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il soit beaucoup plus ciblé, mais en même temps, quand il évoluait par exemple dans des line-up avec James Harden et tout ça, au final c'est pas forcément lui qu'on va chercher à exploiter. Oui, c'est vrai. Oui. Donc c'est vrai. Et il a quand même une certaine importance. Je me souviens il a lancé quelques runs, je crois que c'est dans le match 5 ou le match 4 où il lance quelques runs, il rentre, il met des 3 points, il se fait pas attaquer, puis de l'autre côté il rend la monnaie de sa pièce. Et en fait, le fait d'avoir George Niang, ça te permet aussi de rajouter du tir sans avoir à mettre Korkmaz sur le terrain aussi, tu vois. Ouais, c'est Korkmaz. Terminé, Korkmaz. Lui, il est sous contrat, par contre. Il touche ses petits 6 millions. Ouais. Donc, alors, à court terme, on a parlé du cas James Harden. Je vous propose de parler aussi un peu du cas Tobias Harris. Tobias Harris qui va arriver, qui arrive en dernière année de son énorme contrat, qui est dans la même situation que Chris Middleton, sauf que lui n'a pas de player option. Alors, côté Sixers, il y a beaucoup de personnes dans la fanbase qui, comme tu l'as dit aussi, Amine, un petit peu plus tôt, veulent splitter, du moins séparer son contrat en 2 entités. Alors, ça parle un peu de Charlotte pour un package autour de Gordon Hayward et Terry Rozier, notamment si James Harden s'en va. Ça parle parfois d'Indiana, puisque Indiana a Buddy Hield, le fameux package pour ramener Buddy Hield. Tobias Harris, est-ce qu'on peut se dire, comme vous l'avez dit dans la conférence de presse, il n'a pas été mentionné, est-ce qu'on peut se dire que c'est fini pour lui à Philly? C'est dur, hein. C'est dur. Moi, je trouve que c'est dur un peu, mais c'est dur parce que Tobias Harris, c'est vraiment, il est pénalisé par son contrat en fait, parce que le joueur, c'est un bon joueur. Après, il a quand même une tendance lui aussi à disparaître de temps en temps. Deuxième tour.
Ouais. À chaque fois. Ouais, deuxième tour ou même seconde partie d'une série, j'ai envie de te dire. Parce que Tobias Harris, voilà, j'ai regardé ces dernières saisons. En fait, Tobias Harris, il est toujours à 1 ou 2% d'être en 50, 40, 90 sur une régulière. Cette année, il est en 50, 38, 87. C'est un joueur qui est très bon à mettre à côté de Joel Embiid. C'est le 4 parfait. Le problème, c'est que il coûte bien trop cher. C'est quand même incroyable. Jamais je n'aurais cru que Tobias Harris puisse, à 1 an d'être à la fin de son contrat, être encore un joueur des Sixers. Je pensais qu'il aurait été échangé bien avant. Mais oui, c'est vraiment un joueur qui est pénalisé par son contrat parce que t'as un joueur à... Tobias Harris avec le contrat d'Harrison Barnes, personne ne bouge à fil. Personne ne bouge à fil. Non, bien sûr. La problématique, bon, c'est toujours une problématique dessous. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas pouvoir récupérer de vraiment meilleur que Tobias Harris avec le contrat de Tobias Harris sans attacher de pick de draft? Très difficile. Très difficile. Ou alors, tu te dis, mais ça, c'est un raisonnement économique. Tu te dis, je prolonge James Harden et du coup, j'échange Tobias Harris contre un contrat moins cher. Mais c'est pas une logique de joueur qui est, enfin, c'est pas une logique de proprio, de general manager d'une équipe contender, ça. C'est un raisonnement d'équipe qui veut économiser des sous. Donc, il y a un moment où il va falloir payer la taxe, tout simplement. Il y a un moment où il va falloir aussi prendre des décisions sur Tobias Harris. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il va être échangé, peut-être qu'il va pas l'être, mais je trouve que cibler Tobias Harris, ou en tout cas que le premier pion à bouger après Doc Rivers soit Tobias Harris, c'est logique, mais pour le joueur, c'est un peu dur. Clairement, je vais rebondir. Moi, j'ai toujours dit, en fait, Tobias Harris, j'aime bien l'homme, j'aime bien jusqu'à un certain point le joueur. Ses limitations en défense en play-off, quand même, c'est pas un mauvais défenseur, mais ses limitations en défense en play-off, justement, c'est là où il disparaît vraiment au second tour. Et dans une conférence Est où il y a beaucoup d'ailiers qui sont très forts, c'est compliqué que Tobias Harris soit ton 4 vraiment titulaire. Mais j'ai toujours bien aimé Tobias Harris et je l'ai toujours dit, avec un contrat même à 20 millions de dollars, Tobias Harris, c'est ok, il y a pas de problème, je suis content de l'avoir dans mon roster. Maintenant, il y a l'indice de Nurse qui n'en parle pas dans la conf de presse, mais ça sera quand même pas si facile que ça de le bouger, et pour quelle contrepartie aussi. Je trouve que la seule chose à gagner pour Tobias Harris, pour les Sixers avec Tobias Harris, c'est vraiment l'idée de splitter le contrat en deux et de conserver la payroll, en fait. Mais tu vas perdre probablement un ailier de quand même qualité qui t'aide beaucoup, notamment en saison régulière et en premier tour de playoff. Et du coup, est-ce que tu arrives quand même à le remplacer en le perdant pour récupérer des assets? C'est vrai que t'as la problématique de devoir un peu faire bouger l'argent, dans le sens où là il arrive en fin de contrat. Si Tobias Harris décide de partir et de quitter les Sixers à la fin de la saison, tu te retrouves un peu là où tu voulais absolument t'en débarrasser. Peut-être que tu as des enjeux pour pouvoir le garder, parce que non seulement il occupe un poste qui est difficile à combler aujourd'hui en NBA, et surtout c'est un contrat que si tu ne l'as plus, avec quoi tu peux matcher des salaires, quoi. C'est vrai que ça c'est une véritable problématique. Il y a aussi la problématique Tyrese Maxey, qui est éligible aussi à une extension à la fin de son contrat rookie. Donc il est souvent comparé comme tu disais un peu, Amine, au Jordan Poole, Tyler Hero, peut-être Desmond Bane aussi, qui sont un peu arrangés dans même si c'est pas vraiment le même style de jeu, mais bon, sur ce poste-là, en tout cas de deuxième arrière plus dynamique. Qu'est-ce qu'on fait de Tyrese Maxey? Est-ce qu'on essaie de le prolonger du coup pour qu'il ait son extension avant le début de la saison? Est-ce qu'on attend qu'il arrive à la RFA? Si je peux, avec Tyrese Maxey, est-ce qu'on règle le souci, pas le souci, mais est-ce qu'on règle la question de sa prolongation cet été, sachant que avec les nouvelles règles du CBA, avant, pour pouvoir prolonger un joueur avant qu'il devienne restricted free agent, pour pouvoir le prolonger pendant 5 ans avant le début de la saison, fallait absolument lui donner le max. Tu pouvais pas lui donner moins du max. Aujourd'hui, tu peux lui faire une proposition de 5 ans, donc tu peux avoir les années sans avoir la notion de max, c'est-à-dire les 25% du salary cap plus les 8% d'augmentation annuelle. Du coup, est-ce que pour vous,
c'est quelque chose qui sera réglé, peu importe ce qui se passe avec James Harden pour Tyrese Maxey à cette intersaison. Je voulais commencer sur le coup parce que j'ai vu passer quelque chose récemment, c'est que la seule extension qu'a proposé Daryl Morey depuis le début de sa carrière, c'est l'extension à James Harden jusqu'à maintenant à Houston. Donc là où on a l'impression que la question ne se pose pas, la question va peut-être se poser. Tyrese Maxey, c'est aussi quelque part peut-être ton seul asset pour faire un trade actuellement intéressant, donc peut-être pour améliorer l'équipe. Se pose la question de quel est le plafond de Tyrese Maxey. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui ne sera jamais ton initiateur principal. Donc, dans le meilleur des cas, j'ai des doutes vraiment sur sa création pour les autres, vraiment, à Tyrese Maxey. Ça va faire quand même 3 ans qu'il est dans la ligue. On voit pas de progrès là-dessus. Et pour le côté two-way, c'est un joueur très volontaire en vérité en défense, mais qui est vraiment très limité par son physique pour bien défendre. Je me demande si le plafond de Tyrese Maxey c'est pas disons prime Bradley Beal et si c'est le cas, est-ce que tu le payes si cher que ça? Donc c'est la grande question. Bradley Beal, c'est déjà pas mal, hein. C'est vrai. Mais je parle de plafond. Hein. Je parle de plafond. Je veux pas dire par là qu'il va atteindre ce niveau. Je parle dans le meilleur des cas. Il y a aussi la question de justement si tu re-signes Harden. On a bien vu que le backcourt avec Harden, c'est vraiment compliqué en défense et que ça te pose de vrais problèmes, justement. Donc, il y a une vraie question qui se pose. Moi, je pense que soit tu vas chercher un blockbuster trade en rajoutant le contrat de Tobias, ton pick 2029 et tu mets Tyrese Maxey et tu récupères Damian Lillard, tu vois. Et encore, je pense que c'est pas assez pour récupérer Damian Lillard. Soit tu lui files une extension et parce que t'as pas le choix et que c'est ton avenir et que peut-être dans 1-2 ans tu seras justement en rebuild parce que ça n'aura pas marché et que tu seras bien content d'avoir Tyrese Maxey à ce moment-là. Moi j'aime beaucoup Tyrese Maxey même avant sa draft, donc je ne vais pas dire de choses négatives sur Tyrese Maxey. Non mais en fait je suis curieux de voir le développement de Tyrese Maxey sous Nick Nurse, parce qu'il faut quand même pas oublier que Nick Nurse a fait de Fred VanVleet un All-Star. J'attends de voir ce qu'il va faire avec Tyrese Maxey dans les mains. Mais il a pas fait de VanVleet un initiateur. Hein. Non, mais en même temps, je pense quand même que t'as plus de moyens de développer Tyrese Maxey en initiateur que Fred VanVleet. Mais non, mais tu parles du contrat à Jordan Poole, à la Tyler Hero. Moi, je pense qu'il a un poil meilleur que ces joueurs-là. Après, c'est pas un max player, encore moins avec les restrictions que peuvent avoir le CBA vis-à-vis des contrats max. Mais il est peut-être un poil meilleur que ces joueurs-là. Moi, je pense qu'il peut évoluer un level All-Star. Alors, level All-Star veut pas dire grand-chose, mais il est capable peut-être d'avoir ce niveau. Pour moi, si tu dois choisir, tu parlais du backcourt avec James Harden, si tu dois choisir entre l'un des deux, pour moi, il n'y a pas de discussion. Tu continues sur Tyrese Maxey. Ça va peut-être, la fanbase des Sixers va peut-être être en désaccord avec moi, mais non, elle sera d'accord, hein, je pense. Il y a trop de, tu vois, un backcourt Tyrese Maxey d'Anthony Melton. Bon bah tu règles une partie des problématiques défensives puisque tu ajoutes un joueur comme Melton et tu lâches James Harden. Il faut vraiment effectivement que Maxey prenne un leap assez exceptionnel à l'initiateur, ou en tout cas si tu es avec ce backcourt là, tu peux pas avoir une aile faible entre guillemets ou avoir une relation 3-4 qui est celle des Sixers actuellement avec PJ Tucker et Tobias Harris. Faudrait renforcer au niveau de l'aile. Mais ouais, Tyrese Maxey, pour moi t'es obligé de lui proposer l'extension. Après encore une fois, pas à n'importe quel prix, mais même s'il n'y a pas d'évolution dans le playmaking, le joueur est en constante progression année après année. C'est devenu l'un des meilleurs shooters de la ligue en termes de volume et en termes de réussite. Donc oui, c'est un joueur qui est très jeune, qui a encore une marge de progression. C'est un joueur que tu dois conserver. Après, encore une fois, il y a la problématique des sous entre le contrat d'Embiid, le contrat d'Harden s'il reste, le contrat de Tobias Harris plus l'extension de Maxey. Bah, il va pas rester grand chose pour les autres et tu vas vite être très très loin dans la taxe. C'est vrai que Tyrese Maxey, les éléments on ne doute pas du niveau du joueur hein, pour l'extension, mais les éléments en fait qui pourraient influencer si il reçoit sa prolongation ou pas, c'est le fait que si jamais il signe,
ben il sera soumis à un peu la notion de si tu l'intègres dans un trade, un peu le côté poison pill où pour l'équipe qui devra le recevoir, il comptera pour le salaire moyen du contrat, et pour l'équipe qui l'envoie, il compte pour son contrat actuel, quoi. Donc c'est vrai que ça peut poser des questions si tu es dans l'objectif de rentrer dans la saison et de vouloir faire un all-in. Si jamais Tyrese Maxey, il a signé son extension, ben tu perds un peu un levier, ou du moins ça rend beaucoup plus compliqué les mécanismes des échanges que tu vas pouvoir faire en l'intégrant dedans. Donc c'est vrai, c'est peut-être la seule raison qui pourrait faire que son contrat ne soit pas signé. Et potentiellement, vu où les Sixers se situent dans dans leur projet, c'est pas à exclure de peut-être tenter un all-in, mais à voir quel joueur peut être disponible. Ce sera pas pour un, s'ils font ça, ce sera pas pour un joueur lambda, quoi. Et puis c'est surtout au niveau des salaires, comment tu vas faire, parce que Tyrese Maxey est encore sous contrat rookie. Donc ou alors il faut faire effectivement comme je l'imaginais avec Tobias, comme a dit Amine, il faut faire un package Tobias Harris, Tyrese Maxey, mais qu'est-ce que sans pic, comment tu vas avoir mieux que Tyrese Maxey et Tobias Harris? Je suis d'accord. En ayant du coup 42 millions de dollars, ça doit faire 42 millions de dollars, 44 peut-être un peu plus les deux en cumulé, sans pic de draft ou avec le 2029 que tu peux pas avoir un meilleur package que ça. Donc bien sûr, ça va rester en l'état, je pense. C'est vrai que là, c'est un peu ça qui vient, on va dire, mordre un peu les Sixers. C'est au final les autres picks de draft, ou du moins joueurs sous contrat rookie qui auraient pu être là et accompagner Tyrese Maxey. Tybul n'est plus là. Le pick de l'an dernier, il a été envoyé du coup pour récupérer d'Anthony Melton, qui a quand même été une très bonne acquisition sur la saison. Mais c'est vrai que tu n'as plus de... T'as Springer. T'as Springer, mais qui joue pas. Donc du coup, t'as plus vraiment de contributeurs avec des bas contrats, quoi. T'as plus de contributeurs avec des cost control en dehors de Tyrese Maxey, quoi. Et il y a pas de pick cette année, puisque voilà, le pick a été intégré dans l'échange, et je crois que c'est soit Brooklyn soit Houston qui va faire la sélection cette année. C'est ça. Ou je crois que c'est Utah, je crois. Non, c'est Utah, il part à Utah. Oui, bien sûr. Il part à Utah. De Royce O'Neal. Royce O'Neal. Ouais. Je crois qu'il a été envoyé pour le trade de Royce O'Neal. Donc t'as pas de sélection cette année, t'avais pas de sélection l'année dernière puisque t'as envoyé ton pick à Memphis pour d'Anthony Melton. Donc effectivement, là on commence à arriver à court un peu d'assets, on commence à arriver à être à sec, quoi, pour ces Sixers. Donc c'est vrai que ça va être un été et une intersaison qui pourra avoir de grosses ramifications, notamment à court terme pour rendre l'équipe plus compétitive, mais qui pourra avoir de grosses ramifications à long terme, dans le sens où te rendre compétitif à court terme ou essayer de faire le maximum à court terme, ben ça peut plomber en fait ton futur à long terme, même si tu gardes dans ta manche Joel Embiid, qui, si jamais tu le mets sur le marché, il y aura des personnes intéressées par un joueur de ce niveau et de ce calibre qui est encore sous contrat pour de longues années, quoi. Donc c'est vrai que on arrive, comme tu disais, Constant, on arrive vraiment à une période charnière pour cette équipe-là qui va soit avancer, soit va être obligée de reculer malgré elle. Ouais. Je sais pas si vous vouliez dire quelque chose d'autre sur les Sixers. Je trouve qu'on a fait quand même le tour. Ben, je vous laisse la parole, hein. Amine. Ouais, en fait, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai parlé vite fait de Springer. Il y a un petit espoir justement avec l'arrivée de Nick Nurse, c'est que c'est un entraîneur qui n'a pas peur de faire confiance à des joueurs plus jeunes et tout. Donc justement, qui demande à ce qu'on garde Paul Reed, qui fasse jouer un peu plus Springer, et que parce que bon, on va pas épiloguer longtemps, mais c'est quand même de la faute de Doc Rivers si Isaiah Joe est actuellement au OKC. C'est clairement. Merci, hein. Merci. C'est clairement que de la faute de Doc Rivers, en fait, si Isaiah Joe est à OKC aujourd'hui. Donc, on a cet espoir avec Nurse que, au moins, on ne laisse pas des joueurs sur le côté et que on les essaie au moins et que on voit ce qu'ils donnent. Parce que pour être sûr que ce ne sont pas des joueurs qui peuvent jouer en NBA, il faut quand même les voir. Donc, tu as une saison régulière très longue pour ça. Faut pas hésiter à le faire. Constant?
Un petit mot? Moi, j'avais une petite idée de trade à soumettre à Amine. Si tu vas voir avec le contrat de Tobias Harris, si tu vas avoir Atlanta et que tu appelles pour John Collins, bon, faut essayer de se débrouiller pour équilibrer les salaires. Est-ce que John Collins plus, je sais pas qui ils ont là, qui coûte 11 ou 12 millions du côté d'Atlanta pour équilibrer les salaires. Est-ce que c'est quelque chose toi qui pourrait t'intéresser? J'ai pensé, franchement, oui. Avec Bogdan. Franchement, oui. Moi, j'aime bien John Collins. Il a ses limitations lui aussi, mais tu rajoutes vraiment un joueur très très fort en attaque. Je pense vraiment plus fort que Tobias en attaque et qui t'apporte un profil différent aussi, un profil très athlétique. Et puis, je pense que je le fais. Ouais. Ce côté Atlanta, du coup, ils économiseraient des sous avec le contrat expirant de Tobias Harris. Et côté Philly, tu pourrais split en deux avec un joueur plus jeune. Plus sur la durée au niveau du contrat. Ouais. Potentiellement, ça peut faire sens, même si tu as la notion de flexibilité sur le terrain, puisque tu vois, John Collins cette saison, il a été utilisé comme Danilo Gallinari. Ouais. Tu veux pas de John Collins comme Danilo Gallinari clairement payer autant aux Sixers. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui pourrait rentrer dans les schémas de Nick Nurse, vu que c'est quand même un défenseur plutôt honnête. C'est quelqu'un qui sur tout ce qui est on va dire qui peut être intéressant sur le rôle de roamer aussi et qui offre de la verticalité aussi à cette équipe de Philly qui en manque cruellement puisque athlétiquement il y a pas grand monde qui joue au-dessus du cercle en fait. C'est exactement ça. On a bien vu en play-off et ça a été un énorme problème contre Boston mine de rien. Personne n'attaquait les close-out. C'est une réalité. C'est un jeu qui était beaucoup trop justement prévisible et pas difficile à contrer finalement. Et un joueur comme John Collins t'apporte justement quelque chose de différent dans ces cas-là. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On va quand même mentionner que vous êtes liés à jamais par ce magnifique shoot de Mike Muscala. Oui. Qui nous coûte Tyrese Maxey, ils sont gentils du côté de Philly, j'ai déjà dit ça, mais ils nous ont redonné Isaiah Joe en échange, tu vois, ils ont un peu culpabilisé, Ils se sont dit bon, on va leur donner un petit bonbon quand même pour les réconforter. Pour nous, c'est tout pour ce post-mortem sur les Sixers avec comme vous avez pu le voir. Beaucoup de questions au niveau de l'intersaison, au niveau de l'avenir de cette franchise et c'est vrai que on a fait des post-mortem qui sont un petit peu plus reluisants et plus joyeux et là on est vraiment sur quelque chose où encore une fois on est à la croisée des chemins et il y aura vraiment des décisions difficiles à prendre pour Daryl Morey. Bon, c'est aussi pour ça qu'il est là et c'est plutôt un bon general manager donc on va essayer de lui faire confiance. Sinon, vous pouvez du coup nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi commenter cet épisode soit sur Twitter ou sinon directement dans les commentaires YouTube. Et puis sinon, on se dit à très bientôt. Et je vous remercie, Constant et Amine. Merci à toi, Tom. Salut.